Pendant le dîner, ma grand-mère m'a passé une clé USB. Regarde ça seul, a-t-elle dit. Ce que j'ai vu m'a fait disparaître le lendemain matin. Elle a attendu que tout le monde se serve. Puis, d'une main tremblante, elle a lentement tendu le bras et a placé une clé USB à côté de mon assiette. Elle n'a pas dit un autre mot, elle a juste plongé son regard dans le mien avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était de la douleur, c'était de la peur, et c'était de l'attention. Regarde ça seul, d'accord, a-t-elle murmuré. La conversation a continué comme si de rien n'était, mais je savais déjà que quelque chose n'allait pas du tout et qu'elle essayait de me protéger. J'ai attendu que tout le monde soit endormi, j'ai verrouillé la porte de la chambre, j'ai branché la clé USB dans mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur lecture. La vidéo a commencé avec du bruit statique. Puis est apparue une image tremblante d'un bureau que j'ai immédiatement reconnu, le bureau à domicile de mon père. On y voyait ma mère et mon mari assis côte à côte, parlant de moi et d'argent, beaucoup d'argent. Mon argent, hérité de mon grand-père, est lentement volé, avec soin, froidement, avec de faux documents. Je m'appelle Daisy et j'ai 31 ans. J'ai grandi en pensant que ma mère était stricte parce qu'elle m'aimait, que mon mari était distant parce qu'il était fatigué. Mais ce soir-là, j'ai tout compris. J'avais été choisi comme cible, comme appât. Et la seule personne dans cette maison qui me considérait comme un être humain était ma grand-mère. Elle savait. Et lors de ce dîner, en silence, elle m'a remis la clé de ma vengeance. Avant de continuer, veuillez aimer et vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer ce travail. Merci du fond du cœur. Le lendemain matin, j'ai enfilé un manteau, j'ai fait semblant d'aller à l'épicerie et j'ai conduit au bureau d'un vieil avocat de la famille. Il avait été proche de mon grand-père. Je lui ai montré les vidéos, les relevés bancaires, les documents que j'avais trouvés cachés dans le coffre-fort de ma grand-mère. Il est resté assis en silence pendant plusieurs minutes. Puis il a parlé calmement. Vous êtes victime d'une fraude, Daisy. Mais il est encore temps. Si nous agissons vite, nous pouvons renverser la situation. Je suis rentré chez moi les yeux secs, je me suis assise à la table du dîner comme si de rien n'était. L'odeur de la nourriture me donnait la nausée. Ma mère a fait des commentaires passifs sur mes cheveux. Mon mari a essayé de plaisanter sur mon humeur, et ma grand-mère, comme toujours, est restée silencieuse. Mais cette fois, il y avait quelque chose dans son regard. C'était comme si elle disait, tu sais maintenant, et tu sais quoi faire. Cette nuit-là, j'ai commencé à fouiller dans les comptes joints. J'ai trouvé des virements cachés, des prêts à mon nom, des investissements sous de fausses identités. Et j'ai trouvé plus, un schéma, une destination répétée, un nom qui revenait sans cesse dans presque toutes les transactions suspectes. C'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui aurait dû être de mon côté, mais qui était impliqué jusqu'au cou. Et lorsque j'ai retracé ce nom, j'ai réalisé que la trahison venait d'encore plus près que je ne l'imaginais. J'ai ouvert mon ordinateur portable dans l'obscurité, le cœur battant dans ma gorge, j'ai tapé le nom qui apparaissait sans cesse, et j'ai mis ma main sur ma bouche, Émilie, ma cousine, la fille de la sœur de ma mère, le seul membre de la famille à qui je pouvais encore parler sans avoir envie de vomir. Celle qui a aidé à planifier mon mariage, qui m'a tenu la main à l'hôpital quand j'ai perdu le bébé. Et maintenant, elle faisait partie du complot visant à voler mon héritage. Les dépôts à son nom se produisaient depuis des mois, toujours en montants impairs, étiquetés comme des prêts familiaux ou des honoraires de consultation. Elle n'a jamais travaillé dans la finance. Elle était artiste. Et pourtant, elle a reçu près de 280 000 $ en virement de mes comptes, la plupart transitant par mon mari. Il était évident qu'elle en faisait partie, peut-être depuis le tout début, peut-être même avant qu'il ne me rencontre. Je me sentais comme un zombie. J'ai passé toute la journée sans manger, juste à boire du café et à imprimer des documents. J'ai créé un dossier avec des preuves triées par date, nom, montant, même des fichiers audio. J'ai réussi à récupérer une conversation supprimée entre elle et mon mari à partir d'un ancien téléphone que ma grand-mère avait conservé. Le contenu était clair comme de l'eau de roche. Il lui demandait de garder le silence sur le plan et promettait de tout partager à la fin. Je pouvais à peine respirer. Au dîner, ma mère a mentionné avec désinvolture qu'Émilie semblait plus heureuse ces derniers temps. Mon mari a souri et a dit qu'elle méritait une vie paisible. Ma grand-mère est restée assise silencieusement, et moi ? J'ai commencé à faire mijoter ma vengeance à feu doux.
j'ai appelé un détective privé et lui ai demandé de les suivre tous les deux pendant une semaine. S'il y avait d'autres secrets, je les dévoilerais un par un. Ils allaient se noyer dans leur propre poison. Au cours des jours suivants, j'ai simulé un voyage à une conférence de travail. En réalité, je suis resté à quelques pâtés de maison de la maison d'Emily, j'ai observé sa routine, pris des notes, suivi qui allait et venait. Et un soir, le détective m'a appelé. Sa voix était basse. « Vous devez voir ça par vous-même » a-t-il dit et a envoyé une vidéo. Quand je l'ai ouverte, tout mon corps s'est figé. C'était un enregistrement pris de l'extérieur de l'atelier d'Emily. La caméra montrait mon mari arrivant avec un sac d'épicerie. Il a regardé des deux côtés, est entré sans frapper et a verrouillé la porte derrière lui. 15 minutes plus tard, ils sont apparus sur le porche arrière, riant, tenant des verres à vin. Il lui a embrassé la main, puis les lèvres. Ce n'était pas une erreur, c'était de l'intimité, et j'avais l'impression de regarder mon cœur se vider de mon corps. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste enregistré la vidéo et l'ai ajoutée au dossier d'épreuves. À chaque pas que je faisais, je devenais plus forte. Ils pensaient que j'étais aveugle, mais je construisais un empire de preuves, un château de vérité prêt à les écraser. Tout cela en silence, stratégiquement, une vengeance calculée à la perfection, sans drame. Pas encore. Le lendemain matin, j'ai imprimé une lettre avec mon avocat et l'ai laissée sur la table du dîner, une enveloppe épaisse avec mon nom en relief. À l'intérieur se trouvait un message simple. Mais ce qu'il y avait derrière n'était pas un adieu. C'était l'acte de vente d'une propriété, une propriété au nom de ma mère, une propriété qui m'appartenait maintenant. Ma mère a toujours dit que cette maison était son seul bien. C'est laquelle a grandi et là où j'ai été élevé comme un fardeau. Elle a toujours dit que la maison était juste à mon nom pour la sécurité, mais qu'elle n'était jamais vraiment à moi. Le testament de mon grand-père disait le contraire, et ma grand-mère, elle le savait. C'est pourquoi elle a conservé les documents originaux, notariés, signés avant que ma mère ne commence à tout manipuler. J'ai utilisé ces documents pour enregistrer légalement la vente de la maison. Avec l'aide de l'avocat de mon grand-père, je l'ai transféré à une société immobilière qui me devait une ancienne faveur. En 48 heures, la maison n'était plus à son nom. Et le plus beau? Elle n'en avait aucune idée, croyait toujours qu'elle était la propriétaire, qu'elle avait le pouvoir, qu'elle pouvait se moquer de moi pendant le dîner comme elle l'avait fait la veille. Pendant ce temps, mon mari a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il sentait ma distance, mais l'attribuait au stress. Essayait de me gagner avec des cadeaux, des gestes, des invitations. J'ai tout accepté sans émotion, sans projet d'avenir, parce que mon plan était déjà en cours. Cette vidéo de lui embrassant ma cousine brûlait toujours dans mon esprit, mais j'avais déjà transformé la douleur en autre chose, en précision. Mercredi soir, je me suis assise sur le canapé avec ma grand-mère. Elle m'a tendu un dossier rouge qu'elle gardait depuis les funérailles de mon grand-père. À l'intérieur se trouvaient des copies de dépôt, une lettre manuscrite de lui disant qu'il me faisait confiance pour protéger ce qui est juste, et une carte bancaire avec un solde actif. Ne déplace cet argent que lorsque tu es sûr de ce que tu veux faire, a-t-elle dit. J'en étais déjà sûr. Ce que je voulais, c'était la justice. Le lendemain, j'ai fait une offre à la société immobilière qui avait acheté la maison, la racheter pour un montant symbolique, juste pour la transférer, mais pas à ma mère, à quelqu'un d'autre, une femme âgée et seule qui avait perdu sa maison dans un différend avec ses enfants. Je l'ai fait parce que je savais que ma grand-mère serait fière, et parce que la vengeance peut être rédemptrice, surtout quand elle fait mal sans violence. Ma mère a commencé à sentir la fumée quand elle a reçu une lettre du bureau d'enregistrement disant qu'elle devait quitter la propriété. Erreur système, a-t-elle dit, en riant. Truc de banque. Mais ce n'était pas le cas. Et quand elle a appelé l'avocat qu'elle utilisait pour contrôler pour essayer de l'annuler, il lui a dit la vérité, la maison était à mon nom depuis des années, et maintenant elle était vendue, et ce n'était plus la sienne. Elle a craqué, m'a appelé 19 fois en une matinée, m'a laissé des messages vocaux en pleurant, puis en criant, puis en suppliant. Pour la première fois, elle ressentait le désespoir qu'elle m'avait fait subir tant de fois, quand elle a annulé mon assurance maladie sans me le dire, quand elle a transféré mon inscription à l'université dans une autre ville, quand elle a falsifié ma signature sur un prêt. Maintenant, elle goûtait son propre poison. Ce soir-là, au dîner, elle est apparue en silence, s'est assise à la table les yeux baissés. Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas ouvert la bouche pour me critiquer.
C'est ma grand-mère qui a brisé le silence, et ce qu'elle a dit a exposé une vieille blessure que personne n'avait vu venir. Ma grand-mère a fini de couper le poulet, a posé le couteau sur son assiette et a regardé ma mère droit dans les yeux. Toute la pièce s'est figée. Te souviens-tu de ce que tu as fait de la lettre que ton père a écrite avant de mourir? La question était calme, nue. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Puis elle a forcé un sourire. Quelle lettre? Mais sa main tremblait. On pouvait le voir. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je sentais que ce serait gros. Tu l'as déchiré, a poursuivi ma grand-mère. Tu l'as déchiré et brûlé dans le jardin. Je t'ai vu, mais le testament avait déjà été enregistré. J'avais l'original. Ma mère a essayé de rire, mais ça a fait flop. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Mais elle savait. Elle savait exactement. Et maintenant, elle réalisait qu'elle avait perdu le contrôle. La matriarche silencieuse qu'elle avait toujours sous-estimée montrait les dents, et j'étais juste là du côté gagnant. La table était silencieuse. Mon mari fixait son assiette comme s'il pouvait y disparaître. Et moi? Pour la première fois, j'ai savouré le dîner en silence sans sentir le poids de me taire parce que maintenant je pouvais entendre leur chute. Ma mère s'est levée sans manger, est allée dans sa chambre, a verrouillé la porte et y est restée des heures. Le lendemain, elle a fait une dernière tentative désespérée, a menacé de poursuivre la société immobilière au sujet de la vente. Elle a été déboutée. Tout avait été fait dans les règles de l'art, et c'est ce qui la tourmentait le plus. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle avait été battue avec ses propres armes. C'était ça, la vengeance, élégante, silencieuse, implacable. J'ai commencé à mieux dormir, à manger sans nauser, à marcher dans la rue sans baisser la tête. Ma grand-mère m'a invité à me promener. C'est alors qu'elle m'a révélé un secret qu'elle gardait depuis des décennies. Ton grand-père savait tout depuis le début, a-t-elle dit, fixant le vide, la trahison de ta mère, les mensonges, la manipulation. Mais il pensait qu'en mettant tout à ton nom, il protégerait ce qui était à lui. Seulement, tu étais encore trop jeune, et ils ont agi plus vite. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste tenu la main, et j'ai juré à ce moment-là qu'il ne me marcherait plus jamais dessus. Le samedi suivant, j'ai reçu une notification bancaire. Une grosse somme avait été retirée du compte joint que j'avais encore avec mon mari, le genre de transaction qu'il avait l'habitude de faire, pensant que je ne m'en apercevrais jamais. Mais cette fois, j'étais prête. Et ce virement était la pièce manquante dont j'avais besoin pour compléter ma plainte officielle parce qu'il avait utilisé mon nom pour le faire, et maintenant j'avais tout documenté. J'ai apporté les preuves à mon avocat et j'ai demandé le divorce, en demandant un gel des avoirs. J'ai également soumis une preuve de fraude financière, son alliance avec ma mère et l'adultère. Il ne l'a pas vu venir, pensait toujours que j'étais faible, soumise, que je n'oserais pas. Mais je n'étais plus la même femme. J'étais l'héritière d'un empire, et maintenant aussi la raison de son effondrement. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec la plainte officielle à la main. Mais avant de lui montrer quoi que ce soit, j'ai trouvé quelque chose sur son téléphone qui a complètement changé l'ampleur de ce qu'il avait fait. Parmi les photos supprimées et les anciens emails, j'ai trouvé la preuve que mon nom avait été utilisé dans quelque chose d'encore plus grand, et de fédéral. Mon mari avait laissé son téléphone en charge et était sorti courir. Pas de mot de passe. C'était l'occasion idéale. J'ai cherché dans les dossiers cachés, les anciennes applications de messagerie, les chats archivés, et c'était là, un contrat de location pour un entrepôt, signé numériquement à mon nom. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais l'adresse m'a rappelé quelque chose. Je suis allé au garage et je l'ai noté. Je l'ai recherché dans les registres publics. L'entrepôt était répertorié comme le siège d'une société d'import-export ouverte il y a 2 ans avec moi comme actionnaire majoritaire. Et le pire? La société faisait l'objet d'une enquête pour activité suspecte, blanchiment d'argent. J'ai failli m'évanouir. Ils utilisaient mon identité pour dissimuler un crime fédéral, et si je n'agissais pas vite, tout me retomberait dessus. J'ai appelé mon avocat tout de suite. Il m'a dit d'aller directement au bureau local du FBI avec tous les documents et captures d'écran. J'ai attendu que mon mari s'endorme, j'ai tout sauvegardé et j'ai organisé un nouveau dossier. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont écouté pendant des heures. Je leur ai tout montré, et j'ai clairement dit, j'étais utilisé comme une coquille à mon insu.
L'agent principal m'a regardé dans les yeux et a dit fermement « Merci d'être venu. Vous venez de nous donner exactement ce qui nous manquait. » Je suis rentré chez moi en silence. Il regardait la télévision. Je l'ai regardé comme si c'était la dernière fois. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'enquête fédérale. L'entrepôt avait été perquisitionné, les ordinateurs saisis, les comptes gelés, et une citation à comparaître avait été émise, non seulement pour lui, mais pour 3 autres personnes, dont ma cousine et ma mère. La nouvelle s'est répandue rapidement. Ma mère a paniqué, m'a traité de cruelle, d'ingrate, a dit « On ne détruit pas la famille comme ça ». Mais elle avait détruit la nôtre il y a des années, et maintenant elle ne faisait que ressentir le poids de ce qu'elle avait causé. Il ne s'agissait pas de cruauté, il s'agissait de justice. Et si ça faisait mal, cela signifiait que ça fonctionnait enfin. Mon mari, quant à lui, a essayé de minimiser la situation, a dit qu'il s'agissait d'un problème de comptabilité, qu'il n'était pas au courant de l'enquête. Mais les emails étaient là, les virements, les messages avec ma cousine. Il le savait, et il a parié sur moi, sur le fait que je ne le découvrirais jamais, sur le fait que je n'aurais jamais la force de me défendre. Mais il avait tort. Et maintenant, il regardait la femme qu'il avait utilisée se transformer en la femme qui le détruirait. La nuit où il a reçu la citation à comparaître, il a dormi sur le canapé. Et pendant qu'il ronflait, je l'ai juste regardé en silence, en pensant à tout ce que j'avais perdu, mes années, ma santé, ma paix. Mais maintenant, j'avais quelque chose de mieux. J'avais le pouvoir. Et j'en utiliserai chaque goutte, non pas par dépit, mais par mémoire, pour la femme que j'étais, celle qu'ils ont essayé d'effacer. Le lendemain matin, une camionnette du FBI s'est arrêtée devant la maison de ma grand-mère. Mais elle n'avait pas l'air effrayée. Elle a juste levé le menton, s'est tournée vers moi et a dit « Il y a quelque chose que tu ne sais toujours pas, Daisy, et je dois te le montrer aujourd'hui. » Ma grand-mère m'a conduite dans sa chambre où elle gardait une petite commode verrouillée. Elle a pris une clé sur un collier autour de son cou et a ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe jaunie. « Ton grand-père m'a demandé de garder ça jusqu'à ce que ce soit nécessaire, a-t-elle dit. » Mes mains transpiraient. Quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé d'anciens contrats, des copies de comptes au nom de ma mère et un testament alternatif, un testament qui annulait le précédent. Dans ce testament, mon grand-père déclarait que s'il y avait un jour une preuve de faute de la part de ma mère, tous les biens me reviendraient directement. Et plus que cela, il avait déjà transféré des actifs internationaux à mon nom. Ce n'était pas seulement une défense, c'était un bouclier, une bombe légale, un acte désespéré de protection qui attendait depuis des années. Mon grand-père avait tout prévu et me faisait confiance pour terminer ce qu'il avait commencé. Je n'ai pas parlé. Ma grand-mère non plus. On avait l'impression de pleurer ce qui aurait pu être, si seulement je l'avais vu plus tôt. Mais maintenant, il était trop tard pour les regrets. Il était temps d'agir. J'ai appelé mon avocat et j'ai demandé un rendez-vous urgent. Quand je lui ai montré les documents, il m'a regardé comme s'il avait trouvé la pièce manquante du puzzle. Cela changeait tout et donnait du poids à tout ce que j'allais faire. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé mon mari dans le salon avec ses valises faites. Il a dit qu'il partait pour s'éclaircir les idées. Mensonge. Il essayait de s'enfuir, mais le gel des avoirs était déjà en vigueur et son passeport saisi. Il a perdu le contrôle, m'a traité de folle, d'ingrate, de menteuse. Et moi? Je me suis contenté de le regarder. Il n'avait aucune idée qu'à ce moment précis, son nom faisait déjà l'objet d'une enquête dans 2 pays. Le lendemain soir, je suis allé chez ma cousine. J'ai apporté une lettre avec moi, pas pour la lui remettre, mais pour la laisser à la porte. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés, des captures d'écran, des contrats et une phrase « Si tu viens à moi, je pourrais demander une peine plus légère. Sinon, assume les conséquences. » C'était mon dernier avertissement. Je voulais qu'elle sache que ce n'était pas personnel. C'était la justice, et la justice n'oublie pas. Ma mère a commencé à m'appeler tous les jours, en pleurant, en menaçant, en suppliant. Lors d'un appel, elle a dit qu'elle allait faire quelque chose de terrible. Mais à ce moment-là, j'avais une ordonnance restrictive, et chacun de ces appels était maintenant enregistré et classé comme preuve d'instabilité. Elle s'enfonçait toute seule. Et la vérité? Je ne ressentais pas de satisfaction, je ressentais du soulagement. Une semaine plus tard, j'ai reçu une citation à comparaître à nouveau.
Quand je suis arrivé, l'agent m'a accueilli avec un regard étrange, m'a demandé d'attendre dans la salle des témoins. 10 minutes plus tard, elle est entrée et a dit, « Il y a quelque chose que vous devez voir. Ce n'est pas à propos de votre mère ou de votre mari. C'est à propos de quelqu'un d'autre. » Mon cœur s'est emballé. Je n'étais pas prête pour une autre surprise. Elle a placé une tablette sur la table, a cliqué sur lecture sur une vidéo de sécurité, et au moment où les images sont apparues, j'ai coupé ma respiration. La personne dans cet enregistrement était quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné, et il était à l'intérieur de ma maison depuis le début. Les images provenaient de notre cour avant, capturées par la caméra de sécurité à l'avant. Dans la vidéo, on me voit partir au marché comme je le faisais tous les samedis. Puis, juste après, qui apparaît? Mon beau-père. Il regarde autour de lui, glisse quelque chose dans sa poche et entre par la porte arrière avec une copie de la clé. Mon sang s'est glacé. Je ne lui ai jamais donné de clé, et la dernière fois que j'avais parlé à cet homme, c'était à Noël, il y a 2 ans. L'agent a mis la vidéo en pause et m'a regardé sérieusement. Cet accès n'a été autorisé par personne dans la maison, c'est bien ça? J'ai secoué la tête. Elle a repris la vidéo. Mon beau-père fouillait dans les tiroirs, prenait des photos de documents et finissait par ouvrir le tiroir où je gardais les dossiers juridiques. C'était de l'espionnage, de l'obstruction, et d'une certaine manière, il agissait en tant que complice. Je n'arrivais pas à comprendre comment ni pourquoi. J'ai quitté le bureau du FBI sous le choc. Ma grand-mère attendait dans la voiture. Quand je lui ai raconté, elle a juste soupiré et murmuré, « Alors, il est de retour ?» Ces mots m'ont donné des frissons. De retour d'où, ai-je demandé. Et ce qu'elle m'a dit ensuite a complètement changé ma façon de voir les choses. Mon beau-père et ma mère avaient été impliqués dans le passé avant même que je ne me marie, une affaire financière, une transaction, et maintenant tout était clair. Mon mariage avait été arrangé, pas pour l'amour, mais pour l'argent, pour le pouvoir. Mon beau-père était le lien secret entre tous. Il a convaincu mon mari de m'épouser parce qu'il connaissait l'héritage, connaissait les actifs, savait que j'étais facile à manipuler, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Ma mère était de mèche, et j'étais placé au centre d'une scène construite sur l'avidité, un faux mariage, une fausse vie. Je suis rentré chez moi et j'ai fouillé dans de vieilles photos de famille. J'ai commencé à regarder de près les gestes, les regards, tous ces voyages que ma mère faisait avec des excuses fallacieuses, les rencontres avec mon beau-père. Elle pensait que personne ne l'avait remarqué. Tout était là, et je ne l'avais pas vu parce que j'avais passé toute ma vie à penser que j'étais le problème, que j'étais difficile, déconnecté, dramatique. Mais la vérité était tellement pire, j'étais entouré de prédateurs. Mon avocat a mis à jour la requête pour inclure l'entrée illégale de mon beau-père et son lien avec le réseau de fraude. La police a ouvert une nouvelle enquête, et mon mari, essayant toujours de simuler l'innocence, a commencé à craquer. Son expression a changé, il ne souriait plus, évitait le contact visuel, dormait mal parce qu'il savait maintenant. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne perde tout, et il le ferait. Au milieu de tout ça, ma cousine a finalement répondu, a demandé à me rencontrer, a dit qu'elle avait besoin de se confesser, qu'elle avait quelque chose à me montrer. J'ai accepté, mais j'ai amené mon avocat et j'ai tout enregistré. Quand elle est arrivée, elle était pâle, tremblante et tenait un dossier qui avait l'air d'avoir des années de poussière dessus. Je l'ai trouvé dans le grenier de ma mère, a-t-elle dit. C'est à propos de ton père. Ces mots m'ont glacé à l'intérieur. Mon père est mort quand j'étais adolescente. J'ai toujours pensé qu'il était le seul dans la famille qui m'aimait vraiment. Mais ce qu'elle a sorti de ce dossier m'a fait remettre en question tout ce dont je me souvenais de lui. Elle a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des lettres, pas des copies, des originaux tamponnés, datés, signés, adressés à ma mère, écrits par mon père. La première était courte. Il demandait à voir la fille ce week-end, disait qu'elle lui manquait, qu'il voulait me parler de quelque chose d'important. Ça m'a fait pleurer parce qu'à l'époque, ma mère m'avait dit qu'il n'avait jamais appelé. Les autres lettres devenaient plus longues et plus désespérées. Dans l'une d'elles, il écrivait clairement, « Si tu ne me laisses pas dire à Daisy que la moitié de l'héritage de son grand-père lui appartient, je prendrai un avocat. » Cette lettre était datée seulement 2 mois avant sa mort. Et puis la bombe, une page déchirée, irrégulière sur le bord, disait, « S'il m'arrive quoi que ce soit, cherche le compte sous le nom de H. Carter & Associates. »
Tout est là. Mon père savait. Il savait qu'ils essayaient de m'effacer de l'histoire, qu'ils voulaient me garder aveugle, petite, vulnérable, et il a essayé de me protéger, a essayé de faire ce qui était juste, mais il est mort avant de pouvoir le faire. Officiellement, c'était un accident de voiture. Mais maintenant, le doute me rongeait parce que chaque pièce s'emboîtait, et la présence constante de mon beau-père à cette époque ne m'avait jamais semblé suspecte jusqu'à présent. J'ai donné les papiers à mon avocat. Il les a transmis au service compétent. L'affaire a été rouverte, et une ordonnance a été émise à la compagnie d'assurance pour qu'elle communique le rapport complet de l'accident. Il y avait trop d'incohérences, des appels non consignés, un son coupé, et le témoin présumé, quelqu'un qui travaillait pour la société de mon beau-père. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, comme si tout ce que j'avais vécu était mis en scène, comme si les souvenirs que je chérissais étaient construits sur des mensonges. Et pourtant, je me sentais plus vivante que jamais parce que maintenant j'avais ce qu'il craignait le plus, la vérité. Et la vérité a du poids, a un timing, a un souffle. Elle ne disparaît pas. Mon mari a essayé de m'affronter, a dit que je détruisais tout le monde, que je me transformais en une espèce de folle obsédée par la vengeance. Je n'ai pas répondu. J'ai juste placé le rapport partiel sur la table, je lui ai montré les photos, les déclarations, les images de son père se faufilant dans ma maison. Il a pâli, a balbutié, puis a demandé, à peine un murmure, « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Je l'ai regardé dans les yeux comme on regarde un rat dans un piège. Je voulais tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont caché, tout ce qu'ils ont essayé de détruire. Et je voulais qu'il soit témoin de la chute de près, impuissant. Il n'a pas répondu, s'est juste enfui. C'était la dernière fois qu'il mettait les pieds dans cette maison parce que le lendemain, j'ai reçu un email de l'entreprise pour laquelle il travaillait, et c'était plus qu'un licenciement, c'était un scandale public. Mais la partie la plus dévastatrice était jointe, un dossier complet énumérant d'autres personnes impliquées, et l'une d'elles vivait encore sous le toit de ma grand-mère. Le nom était là, dans les pièces jointes, James Crawford, mari de la sœur de mon grand-père. Pendant des années, il a vécu avec ma grand-mère, l'aidant pour de petites réparations, allant à des rendez-vous avec elle, se comportant comme un ami de la famille. Je le voyais comme un vieil homme gentil et discret, presque invisible. Mais il était là, répertorié comme consultant pour H. Carter & Associates, la même société mentionnée dans la lettre de mon père, celle qui se cachait derrière le compte caché. Je suis rentré chez moi nauséeuse. Ma grand-mère était dans le jardin en train d'arroser les plantes. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai demandé, « Tu étais au courant ?» Elle a baissé l'arrosoir, s'est assise sur sa chaise en osier et a dit, « Je soupçonnais, mais je n'avais aucune preuve. » Elle m'a tendu une petite boîte de clés. Celle-ci est pour l'armoire verrouillée dans le hangar. Il n'a jamais laissé personne y toucher. On aurait dit quelque chose sorti d'un film, mais c'était ma vie. Je suis allé au hangar avec des mains moites. L'odeur du bois et de l'huile était familière. J'ai trouvé l'armoire. La clé a tourné avec difficulté. À l'intérieur, j'ai trouvé des dossiers, des clés USB, des cartes de visite et un journal. Sur le dessus une page pliée, une liste de noms, ma mère, mon beau-père, mon mari et d'autres que je ne reconnaissais pas, tous reliés par des flèches. C'était une carte des alliances, un squelette de conspiration. J'ai lu attentivement le journal. James avait documenté les réunions, les transferts, les séances de stratégie. Il y avait des pages détaillant comment ils avaient convaincu mon grand-père de lui faire confiance pour les affaires internationales, puis comment ils ont lentement érodé son autorité jusqu'à ce qu'il soit complètement isolé. Mon grand-père, un homme fort et visionnaire, avait été manipulé à la fin de sa vie, et la plupart de ce qu'il avait construit avait été volé sans même qu'il s'en aperçoive. Ma grand-mère a pleuré en lisant, par douleur, par honte, par impuissance, mais aussi par fureur. Ils vont payer, Daisy, pour tout ça. Et c'est ainsi que la prochaine étape de notre vengeance est née. Nous avons compilé le tout dans un dossier avec des pièces jointes chronologiques et des preuves croisées. Nous ne l'avons pas seulement envoyé au FBI, nous l'avons également envoyé à des journalistes d'investigation. Maintenant, ce n'était plus seulement la justice légale, c'était la justice publique. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un journaliste. L'article serait publié dimanche, et avec lui, les noms, les documents, les stratagèmes, rien ne resterait caché. Mon beau-père serait exposé, ma mère aussi. Et avec de la chance, même la mort de mon père ferait l'objet d'une enquête en bonne et due forme.
Mon cœur s'est emballé, mais pour la première fois, c'était par anticipation, pas par peur. James a été cité à comparaître cette semaine-là. Il a essayé de tout nier, a prétendu qu'il n'était qu'un comptable. Mais les documents parlaient d'eux-mêmes, et lorsque son nom a fait la une des journaux, les masques ont commencé à tomber. Les amis de la famille se sont éloignés, les invitations ont disparu, les gens les ont regardés différemment. Ils goûtaient à ce qu'ils avaient toujours servi, la honte, l'isolement, la honte de ce qu'ils étaient vraiment. C'est par une nuit tranquille que ma grand-mère a frappé à la porte de ma chambre. Ses yeux étaient gonflés. « Daisy, a-t-elle dit, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos de ta mère, mais maintenant je pense qu'il est temps. » Et ce qu'elle a révélé ce soir-là a réécrit tout ce que je pensais savoir sur mes origines. Elle s'est assise au bord de mon lit, les yeux fixés sur le sol. « Ta mère n'a pas été élevée par moi, a-t-elle dit doucement. C'est ma belle-fille, et ton grand-père n'a jamais voulu qu'elle hérite de quoi que ce soit. » J'étais abasourdi. Mais elle a dit qu'elle était votre vraie fille. Elle ne l'était pas. Nous l'avons élevée après la mort de sa mère. Ton grand-père a essayé de l'inclure, mais elle a toujours gardé du ressentiment, a toujours voulu plus qu'on ne lui donnait. Elle a continué en disant, ma mère était manipulatrice depuis qu'elle était jeune, elle falsifiait ses bulletins scolaires, pleurait pour obtenir ce qu'elle voulait, semait la zizanie entre les frères et sœurs. Ton grand-père voulait la retirer du testament, mais elle a menacé de tout détruire, a dit qu'elle répandrait des mensonges sur lui, inventerait des scandales, et il a cédé par peur, par culpabilité. La même peur qui a régné sur ma grand-mère pendant des années jusqu'à présent. Cela expliquait tout, la froideur, la distance, pourquoi je ne me suis jamais senti accepté. Je n'étais qu'un outil, un pont entre elle et la fortune familiale. Toute ma vie avait été utilisée pour cacher sa fausse origine, et je ne le savais pas. Mais maintenant, avec les preuves en main, cela changeait également mes droits légaux parce qu'en tant que belle-fille, elle n'avait jamais eu de droit légal sur ce qu'elle avait volé. Le lendemain, mon avocat a déposé une nouvelle requête pour annuler les transactions qu'elle avait effectuées. Nous avons inclus la preuve de la contrefaçon, de la dissimulation de la filiation et de l'utilisation abusive du nom de famille. Légalement, elle n'était pas une héritière directe, et tout ce qu'elle avait construit sous mon nom serait défait. La justice ne vient pas seulement avec des menottes, elle vient avec un papier en tête, avec des timbres, avec des clauses irrévocables. L'histoire a été publiée ce dimanche. Elle a explosé sur les médias sociaux, les journaux, les nouvelles locales, les blogs juridiques. Mon nom y était, oui, mais en tant que lanceuse d'alerte, l'héritière qui a déjoué un complot familial. Mon visage n'a pas été montré, mais le leur l'a été, celui de ma mère, de mon beau-père, de mon ex-mari et de James, tous reliés par un seul fil, l'avidité, les mensonges, la fraude. Ils savaient que c'était la fin. Puis sont venues les excuses, les messages parlons-en. Un cousin éloigné a offert un soutien émotionnel. Mon ex a prétendu qu'il avait été manipulé par sa propre famille. Tout le monde voulait éviter les conséquences. Mais la vengeance, lorsqu'elle est faite avec patience, n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin de silence. Et de temps, et le temps était compté pour eux tous. Ma mère a essayé de fuir le pays, a été arrêtée à l'aéroport. James s'est évanoui pendant l'interrogatoire. Mon ex a été poursuivi pour rupture de contrat et évasion fiscale. Et la partie la plus symbolique de tout ça, la maison où ma mère a grandi, celle que j'ai vendue au tout début, a été démolie. Un complexe résidentiel pour personnes âgées était en construction là-bas, et le nom du bâtiment principal ? Théodore, le nom de mon grand-père. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche avec ma grand-mère. La brise était douce, le monde enfin calme. Elle m'a regardé avec tendresse et a dit, « Tu ne t'es pas vengé, tu as lavé le nom de ton père et tu as honoré qui tu es. » Mais avant que je puisse répondre, on a frappé à la porte, et de l'autre côté se tenait une femme que je n'avais pas vue depuis les funérailles de mon père, tenant une valise à la main. La femme avait l'air plus âgée, mais ses yeux n'avaient pas changé. C'était Miranda, l'ancienne secrétaire de mon père, la seule personne qui m'ait jamais traité avec gentillesse dans son bureau. Elle a disparu après sa mort, et tout le monde a dit qu'elle avait déménagé sans en parler à personne. Et maintenant, la voilà, debout à ma porte, tenant une valise en cuir dans une épaisse enveloppe. Il faut qu'on parle, c'est tout ce qu'elle a dit. Je me suis juste écarté et je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises dans le salon avec ma grand-mère. Miranda a ouvert la valise et a déposé des dizaines de documents sur la table.
Ce sont des copies que votre père avait faites au cas où il lui arriverait quelque chose. Il me les a données une semaine avant l'accident. Parmi les papiers se trouvaient des factures, des virements vers des comptes suspects et une lettre manuscrite adressée directement à moi. Si tu lis ceci, Daisy, cela signifie que je n'ai pas pu te le dire en personne. La lettre m'a brisé. Il disait qu'il avait peur de ce dont ma mère était capable, qu'il avait découvert son lien avec mon beau-père, que le mariage avait été arrangé dans mon dos, et qu'il avait essayé de l'annuler, mais avait été menacé. Il disait qu'il soupçonnait d'être surveillé, et si quelque chose d'étrange lui arrivait, je ne devais pas faire confiance au rapport officiel. Suis l'argent, Daisy. La vérité est là, a pleuré ma grand-mère en silence. Miranda m'a remis fermement une clé USB avec de vieilles images, des enregistrements du bureau, des réunions cachées et une conversation entre mon père et James où mon père l'a confronté à des transactions suspectes et a dit « Je ne laisserai pas l'héritage de mon père faire partie d'un stratagème sale ». Sa voix tremblait, mais il a tenu bon. Et peu de temps après cet enregistrement, il est mort. Tout était clair maintenant. J'avais la piste complète, les motifs, les menaces, les preuves. Avec ce matériel, la mort de mon père n'était plus archivée, elle était officiellement reclassée comme homicide présumé avec fraude financière. Mon ex-mari a été nommé, ainsi que James, et ma mère a de nouveau été convoquée avec la possibilité d'une détention provisoire finalement. Mais ce que Miranda m'a dit ensuite était encore plus inattendu. Elle a dit qu'au fond, mon père ne voulait pas seulement me protéger financièrement, il voulait que je sorte de cet environnement. Il voulait que j'étudie à l'étranger, que je reconstruise ma vie loin de tous. Il a ouvert un compte à ton nom dans un autre État, n'a jamais touché à l'argent, l'a juste gardé pour toi. Seul toi peux y accéder. J'étais sans voix. Je ne m'attendais à rien de tout ça. Un père que je pensais passif s'est révélé être quelqu'un qui s'était battu pour moi jusqu'à la fin, qui avait laissé une voie d'évasion, sachant qu'il ne serait peut-être pas là pour me guider. Ma grand-mère m'a tenu la main et a dit, « Tu as encore des choix, Daisy, même après tout ça. » La vengeance a apporté la justice. Mais maintenant, que vas-tu faire de la liberté qui reste? Ce soir-là, je suis allé dans ma chambre avec la clé USB à la main, je me suis assise sur le lit, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai cliqué sur le dernier fichier. Pas de titre, pas de date, mais ce qui s'est passé ensuite, ni Miranda ni ma grand-mère ne l'avaient jamais vu. Et ce qui est apparu n'était pas à propos du passé, c'était un enregistrement fait il y a quelques semaines par quelqu'un qui est encore parmi nous. La vidéo a commencé en silence, tournée sur un téléphone, la caméra cachée derrière une pile de livres. J'ai tout de suite reconnu le décor, le bureau de ma mère. Mais le premier visage à apparaître n'était pas le sien, c'était celui de James. Il est entré avec précaution, a placé une enveloppe sur le bureau et a chuchoté, « Si ça tombe entre de mauvaises mains, on est mort. » Tout mon corps s'est figé. Puis ma mère s'est précipitée, verrouillant la porte derrière elle. Elle a ouvert l'enveloppe, a lu son contenu et a commencé à pleurer. Elle sait tout. Daisy déterre ce que nous essayons d'enterrer depuis des années. Cette vieille sorcière n'aurait jamais dû survivre. Elle parlait de ma grand-mère. J'ai mis la vidéo en pause, j'ai voulu crier, mais j'ai respiré profondément. Cet extrait était tout ce dont j'avais besoin, aveux, intentions et menaces. J'ai continué à regarder. James a dit que le plan initial était juste de pousser mon père hors de l'entreprise jusqu'à ce qu'il signe les papiers, mais il a résisté, a menacé de rendre l'affaire publique. L'accident était malheureux, mais peut-être qu'il devait arriver. Ces mots froids et plats ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il n'y avait plus de doute, ils étaient responsables, même indirectement, et ils n'avaient aucun remords. La dernière partie de la vidéo était encore pire. Ma mère a pris son téléphone et a passé un appel. Il faut brûler les documents dans le sous-sol de l'ancienne maison. Tous, aujourd'hui. Elle parlait à un homme. Sa voix était grave. J'ai augmenté le volume et j'ai écouté attentivement, et puis je l'ai reconnu. C'était mon ex-mari. Il était d'accord avec tout. Il savait qu'il était impliqué et essayait encore de tout dissimuler. Le lendemain matin, j'ai remis la vidéo aux autorités. Ils ont dit que c'était plus que suffisant pour ouvrir une nouvelle affaire criminelle, cette fois pour complot et destruction de preuves. Et comme la vidéo était récente, elle pouvait impliquer les trois dans de nouveaux crimes. La vengeance avait maintenant pris une nouvelle forme. Ce n'était plus seulement la mienne, c'était public, institutionnel.
Le système lui-même se battait maintenant. Ma mère a été amenée pour être interrogée, ainsi que James, et mon ex a finalement obtenu un mandat d'arrêt temporaire. Tout s'est effondré. Les titres ont fait clignoter leur visage avec les mots que j'avais toujours voulu voir liés à cette famille: fraude, manipulation, crime. Et au milieu de tout ce chaos, je me sentais propre, comme si chaque pièce était revenue à sa place, comme si mon père pouvait enfin se reposer. Ma grand-mère m'a regardé pendant le déjeuner et a dit: « Tu as fait tout ça sans crier, sans t'abaisser. » C'était de la justice, pas de la vengeance. Mais au fond de moi, je savais que c'était les deux, parce que quand la vengeance est juste, elle guérit aussi de vieilles blessures, elle honore les souvenirs, et parfois elle reconstruit les familles. Miranda est restée avec nous, et j'avais l'impression que nous étions devenus une forteresse de femmes survivantes, assez fortes pour recommencer. Ce jour-là, j'ai pensé que le cycle était enfin terminé. Mais ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe non marquée dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, une simple feuille de papier, un message manuscrit: « Vous n'avez pas tout découvert. Il reste encore une pièce, et elle est très proche de vous. » J'ai regardé cette phrase pendant des minutes. Vous n'avez pas tout découvert. L'écriture était tremblante, ancienne. Je ne l'ai pas reconnue au début, mais le message était clair: il y avait encore un secret, quelque chose qui m'avait échappé, quelque chose d'enfoui depuis des années qui, même après tout ça, restait. Et selon la note, c'était proche. Mais proche de qui? J'ai fouillé la maison, revérifié chaque document, relu le journal de James, les lettres de mon père, même les clés USB. Rien de nouveau, jusqu'à ce que ma grand-mère m'appelle dans sa chambre, disant qu'elle se souvenait d'un coffre-fort caché intégré dans la base du vaisselier, un faux compartiment que mon grand-père avait installé il y a des années. Je ne pense pas qu'il l'ait jamais utilisé, mais peut-être qu'il a changé d'avis à la fin. Nous avons soulevé la base en bois avec un tournevis. Le bois a cédé. À l'intérieur se trouvait une boîte en métal bleu verrouillée avec un code. J'ai essayé les dates habituelles, les anniversaires, les commémorations. Rien n'a fonctionné. Mais quand j'ai tapé la date de ma remise de diplôme, ça a cliqué. À l'intérieur se trouvait juste une cassette et un morceau de papier avec 3 mots: « Pour ma fille ». Mais mon grand-père n'a jamais eu de fille. Ma grand-mère a pâli. Elle a tremblé. « Non, ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. Je lui ai demandé de s'asseoir, j'ai branché le convertisseur de cassette et j'ai cliqué sur lecture. La voix était celle de mon grand-père. Il parlait d'une erreur qu'il avait commise dans sa jeunesse, une liaison hors de son mariage, que de cela une fille était née, qu'il ne l'avait jamais reconnue, par honte. Mais à la fin de sa vie, il a essayé de réparer les choses, et cette fille était ma mère. Ma mère n'était pas seulement une belle-fille, elle était son enfant biologique caché du monde, mais déshéritée non pas à cause de cela, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Il a essayé de l'inclure, elle a utilisé cela pour manipuler, pour mentir, pour détruire. Tout était clair maintenant, et tout semblait encore plus tragique parce que son obsession du contrôle venait d'un endroit réel, la douleur de ne jamais être pleinement acceptée. Mais quand même, elle a fait ses choix. J'ai montré la cassette au procureur. Cela n'a pas changé l'affaire juridique, mais cela a expliqué le comportement. Et pour moi, c'était suffisant, connaître la vérité, comprendre d'où je venais et d'où elle venait, parce que maintenant la pièce finale était en place, et ma vengeance pouvait enfin se reposer, non pas avec du bruit, mais avec dignité et la certitude que le cycle avait été brisé. Quelques mois plus tard, l'affaire a été classée. Mon ex a été reconnu coupable de fraude et de complot, James pour participation à un crime organisé. Ma mère a obtenu une peine réduite mais a tout perdu. La famille s'est effondrée, mais je suis resté à côté de ma grand-mère, à côté de Miranda, à côté de moi-même, entière pour la première fois. Ce Noël, je me suis assise à la table entourée de personnes qui me regardaient avec vérité. J'ai souri, j'ai pris une profonde inspiration, et en versant le vin, j'ai dit à voix haute aux femmes qui n'ont pas crié, mais qui ont quand même gagné. Et en levant mon verre, ma grand-mère a murmuré: « Ton père serait fier. » Si vous aimez l'histoire, cliquez sur j'aime et cliquez sur la vidéo à gauche pour une autre histoire stupéfiante que vous ne croirez pas.